Alors dans cette première vidéo, on va voir ce qui concerne l'installation de Darktable. Je ne vais pas pouvoir vous faire tous les scénarios malheureusement, puisque j'ai pas à ma disposition toutes les plateformes. Donc déjà, la première chose, c'est que j'enregistre cette vidéo mi-septembre 2017, et toutes les années précédentes, depuis depuis le début que Darktable existe, il n'y a pas eu de version Windows, puisque l'équipe qui l'a créée n'avait pas les moyens, les ressources pour fournir une version Windows, pour pouvoir la tester et assurer qu'elle était de bonne qualité. Alors c'est tout de suite un débat qui déchaîne un peu les passions, avec Windows contre Mac contre Linux, mais c'était pas partisan, c'était juste pour dire, ben voilà, on sait pas le faire, donc on préfère ne pas le faire que de mal le faire. Alors là, ça vient tout juste de changer. Le 30 août, sur le site, on a vu apparaître une news où, en fait, ils ont sorti la première pré-alpha, donc autant dire que c'est pas très stable, mais peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, la version finale sera sortie. Je pense qu'on peut espérer pour la fin 2017, vers Noël en général, c'est à ce moment-là que les versions majeures de Darktable arrivent, on peut espérer une vraie version Windows officielle. J'ai moi-même fait une vidéo sur comment installer la version Linux sous Windows en utilisant la sous-couche système Linux de Windows 10 qui est capable de lancer des binaires Linux directement depuis Windows avec quasiment aucune perte de performance. C'est très léger, c'est de la virtualisation, ce n'est pas de l'émulation, donc c'est parfaitement compatible et on perd juste quelques pourcents de performance, mais malheureusement on n'a pas le support d'OpenCL, donc ça veut dire que tout ce qui est accéléré OpenCL par le GPU ne fonctionne pas de cette manière. Donc là j'enregistre, vous l'avez bien vu, sous Linux. La version Mac fonctionne très bien depuis plusieurs années. Elle est très stable, vous téléchargez un DMG, vous glissez dans le dossier application, comme on fait d'habitude sur Mac, et boum, ça marche. Sur Linux, vous avez un dépôt logiciel sur Ubuntu qui vous permet de l'installer très facilement aussi, et vous pouvez ajouter la version stable ou instable, et il suffit de consulter la page d'installation pour voir un peu comment on fait. Alors moi j'utilise un environnement en anglais, mais évidemment là le tuto est en français, donc pour arriver à le faire tourner, je l'ai juste lancé avec une ligne de commande que vous avez ici. J'ai en fait exporté un élément dans la variable de langage, et j'ai spécifié que je voulais lancer Darktable avec la locale France. Donc comme ça, j'ai Darktable en français sur un environnement en anglais, ce qui me permet de choisir comment je le démarre. Donc j'utilise ici la version 2.2.5 qui est la dernière en date au moment où j'enregistre cette vidéo. On voit ici table lumineuse, chambre noire, donc tout ça est en anglais, c'est cool. J'ai ici rien, c'est-à-dire en gros j'ai un module table lumineuse dans lequel il n'y a rien pour l'instant. J'ai évidemment commencé, on voit d'ailleurs des résidus des anciennes importations. J'avais commencé à préparer un peu le terrain, mais globalement j'ai un Darktable qui est complètement d'origine. Pour vérifier si OpenCL est activé chez vous, vous allez dans les préférences, c'est la petite roue crantée qui est en haut à droite, et ensuite vous allez aller dans le fonctionnement, et vous avez ici activé le support d'OpenCL. Donc ici, niveau machine, j'ai une machine qui est à base de processeur Ryzen, mais plus important pour l'OpenCL, un GPU avec une carte graphique Nvidia. J'ai vu à droite à gauche, sous Linux en tout cas, que c'était assez compliqué de faire fonctionner ça avec des cartes AMD, puisqu'il y a un support OpenCL qui n'est actif que si on utilise le driver, le pilote de AMD, donc le pilote propriétaire. Le pilote open source qui est fourni d'origine, lui n'est pas reconnu par Darktable. Donc il y a moyen d'utiliser le pilote open source en utilisant juste le module OpenCL du driver propriétaire. Bon, on va pas rentrer dans ces considérations-là. Je vous laisse chercher sur le net. Si vous êtes sur Mac, là, ça marchera tout de suite. Et si vous êtes sur PC, de ce que j'ai vu de la pré-alpha, aussi, en tout cas, avec une carte Nvidia. Et il me semble que j'ai essayé aussi avec une RX 480. Chez AMD, ça marchait aussi sur Windows. Donc, a priori, on a bon espoir que sur Windows et Mac, ça fonctionne sans problème. Et bon, là, sur Linux, moi, j'ai rien eu à faire, c'était supporté aussi. Mais essayez de creuser un peu parce que vous allez y perdre en performance si vous n'avez pas OpenCL d'activer. C'est pas inutilisable, mais c'est dommage. Donc on va voir un peu le module table lumineuse qui permet tout simplement de trier ces photos et de faire des opérations de classement, notamment au niveau des métadonnées, en utilisant des mots-clés, en utilisant des labels, en utilisant des notes. Ça correspond évidemment, vous l'avez compris, au module bibliothèque de Lightroom, puisque il ne faut pas se leurrer et assumer que il faut en parler tout de suite pour écarter ça. Darktable peut être présenté sans problème comme un clone de Lightroom. Je pense que ça ne se cache pas vraiment, hein, vous voyez au niveau de l'interface. Donc on va pas sans cesse parler de Lightroom puisque c'est pas le but, mais je fais aussi ce tuto en fonction de mon audience, donc je suis désolé si vous arrivez ici sans connaître Lightroom et que vous vous en foutez un petit peu, mais
En gros, quand même, je vais aussi pas mal m'adresser à ceux qui utilisent Lightroom et qui sont intéressés éventuellement par Darktable. Donc on va essayer de temps en temps, quand c'est pertinent, de faire des petits rapprochements. Je ne démarrerai pas Lightroom, de toute façon là je suis sur Linux, donc au moins ce sera pas possible, mais bon, clairement ça s'adresse à un public qui est habitué à ce type de logiciel, et en particulier à Lightroom. Donc le module table lumineuse vous permet de trier. La première chose à faire évidemment, c'est d'importer. Il faut bien lui donner à manger. On peut importer une ou plusieurs images à l'unité, j'ai envie de dire, au détail. En général, je pense que vous allez faire, c'est importer un dossier, histoire d'avoir une session, un shoot. Donc moi, par exemple, je vais importer un dossier d'un voyage, et on va en importer plusieurs pour voir un peu comment ça se passe, mais je vais importer ce dossier ici qui est sur un disque externe. Vous voyez, on est dans Média, et ensuite, on va chercher le dossier Orchid, qui est le nom de mon disque dur. On le voit qu'il est monté ici, là. Donc c'est un disque dur externe avec un SSD dedans. Puisque tous mes travaux en cours de photographie sont sur un SSD externe. Comme ça, je peux travailler sur ma station de travail, donc un PC, une tour, quoi, un ordinateur fixe, mais je peux tout prendre et tout amener en déplacement quand je suis dans le train, dans l'avion, quand je bouge. Puisque je voyage quand même pas mal, donc j'ai envie de pouvoir continuer à travailler dans les mêmes conditions. Alors évidemment, sur mon portable, ça va moins vite, c'est moins puissant que sur ma tour, mais au moins j'ai tous mes fichiers bruts, j'ai tous mes catalogues Lightroom, j'ai toutes mes métadonnées XMP, donc qui sont compatibles avec Darktable quand je fais des trucs avec Darktable, et ainsi de suite. Donc là, on va cliquer sur Ouvrir, et ça ouvre le dossier en entier. Vous voyez que c'est en train de se déplier complètement. On va ouvrir toutes les images. Alors il faut savoir que ces images sont en double. C'est-à-dire qu'on a des images en CR2 et on a des images qui sont en JPEG. Donc on voit le dossier ici qui est en train de s'afficher. Donc avec la roulette, vous allez aller de haut en bas. On va juste le laisser finir l'importation. Il y a quand même 987 images, c'est quand même pas mal. Donc ici j'ai le G qui est coché et je vais l'activer. Vous voyez que, alors le désactiver en l'occurrence, vous voyez que ici ce que ça fait, c'est que j'ai plein de doublons tout simplement parce que j'ai des images, on le voit derrière dans la grille, CR2 et JPEG, puisque quand j'ai shooté, j'avais activé sur mon Canon évidemment le fichier brut et aussi la copie en JPEG. Alors quel est l'intérêt de faire ça? Alors il y en a plusieurs. Le premier qui me vient à l'esprit, et c'est d'ailleurs aussi compatible avec Darktable, c'est que du coup le JPEG va servir à générer la miniature du fichier brut. Du CR2, et c'est plus facile et plus léger et plus rapide du coup. Ça évite au logiciel de lire le CR2 en entier pour pouvoir générer une vignette, ce qui consomme du temps machine et du temps au niveau du disque dur en termes d'écriture, parce qu'il faut générer des vignettes. Donc il va pouvoir faire ça à partir du JPEG, ce qui va aller beaucoup plus vite. Bon, par contre du coup dans la table lumineuse, ça veut dire que tout est en double et c'est quand même un peu le bazar. Donc on va cliquer sur ce G pour dire voilà, tu groupes tout et il ne me reste que les CR2. Donc vous voyez avec cette petite étoile qu'on peut activer ou pas la surimpression au niveau des informations. Donc on voit un petit G quand on a un groupe, donc c'est une pile, hein, c'est pour empiler les images. On a ce même système d'ailleurs évidemment aussi dans Lightroom. Et on voit aussi un petit symbole, c'est pas un yin-yang mais on a un plus et un moins, qui veut dire qu'une image a été modifiée. Donc vous voyez que l'original, puisque je les ai prises au même endroit, ces deux photos sont pas tout à fait identiques, il y en a une qui est renversée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas au format portrait. Donc on peut évidemment faire des rotations. Là je l'ai déjà fait sur cette photo, je l'avais déjà fait avant de commencer cette vidéo, et puisque Darktable utilise des fichiers XMP, pour chaque fichier qui a été développé, il a vu que ça avait déjà été fait, et donc il me l'a affiché directement à l'endroit. Donc ça veut dire que tout ce que vous faites dans Darktable sera inscrit dans un fichier annexe de métadonnées, qui vous permet ensuite, si jamais vous le réimportez dans un autre Darktable, de retrouver tous vos petits. Donc jusque là c'est quand même assez intuitif. On va utiliser donc la molette pour scroller de haut en bas, pour défiler de haut en bas. On voit l'ascenseur, là le scroll qui est à droite, et c'est pas très intuitif, puisque quand on scroll on le voit bouger, mais quand on clique, en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va replier le panneau. Donc c'est pas très ergonomique malheureusement, et il aurait peut-être mieux valu le mettre là, ici, puisque c'est cette fenêtre qui défile et non pas celle là-bas. Bon bref, c'est un détail, la plupart d'entre vous, à 99%, je pense que vous allez utiliser la roulette de toute façon. On peut utiliser les touches page précédente et page suivante, et on peut utiliser ensuite, dans chaque élément que l'on sélectionne, dans chaque module, les touches fléchées pour naviguer à l'intérieur des boutons. Bon, vous allez utiliser la souris, je pense, et la molette, à mon avis, à peu près comme tout le monde. Donc on a plusieurs réglages. En haut, on va voir qu'on peut afficher en fonction
de certains critères, par exemple quelles sont les images qui ont au moins une étoile, 2 étoiles et ainsi de suite, et les images qui sont rejetées. Les images qui sont rejetées, c'est celles qui ont un petit X ici, en rouge, ça veut dire des images qui sont vraiment, à mon avis, complètement ratées, donc c'est à vous de définir d'un point de vue assez subjectif en fait, comment vous allez trier vos images, qu'est-ce qui mérite une étoile ou 5 étoiles, c'est à vous de voir, qu'est-ce qui mérite d'être rejeté ou pas, c'est à vous de voir, mais vous pouvez trier aussi votre vue en fonction de ça. On peut aussi trier par nom de fichier, ce qui est le cas ici par défaut, avec ensuite un bouton ascendant ou descendant. Ici, le nom du fichier, il est incrémental. Donc on va pouvoir dire de la plus vieille à la plus récente, puisque c'est comme ça que mon appareil photo a fait. Donc en haut à gauche, j'ai la 78-69, on voit le nom ici qui s'affiche quand je survole, et non pas quand je clique. Ça, c'est une différence avec Lightroom. Donc si on va tout en bas, on va voir la dernière image, et on se rend compte qu'on a la 8379. Donc clairement, on est bien donc sur un nom de fichier qui s'incrémente du plus petit vers le plus grand. Donc pour donner des notes, c'est assez facile, on clique sur les étoiles. Donc par exemple, cette image, si je la trouve pas mal, je vais mettre 3 étoiles. Celle-là, elle n'est pas super, je vais mettre, il y a une étoile, voilà, ça suffit. Et ainsi de suite. Et si une est complètement ratée, on va dire par exemple, celle-là, je vois que le cadrage, il n'est pas super et il n'y a pas grand chose d'intéressant dans cette image, je peux dire je la rejette. Donc si maintenant je veux voir toutes les images que j'ai rejetées, donc on peut en rejeter quelques-unes de plus, et pour y voir un peu mieux, on va aller en bas, et on va dire de mettre seulement 5 images. Le petit nombre là, c'est le nombre d'images qu'il y a dans une ligne. Donc c'est vrai que ça, c'est pas génial. Toute la série d'ailleurs est pas géniale, donc on va dire non, ça j'en veux pas, ça j'en veux pas, ça j'en veux pas. On va peut-être, celle-là pas cadré, génial, ça c'est mieux ici déjà, c'est un peu mieux cadré. Ouais, on va pas tout faire ensemble, c'est juste un exemple. Donc j'en ai rejeté quelques-unes, et je vais pouvoir dire afficher les images qui sont rejetées, histoire de vérifier ce que j'ai rejeté. Mais on peut en général la plupart du temps dire, eh bien je veux tout voir, sauf les rejeter, donc du coup je prends que celles qui sont gardées. Donc ça permet de faire déjà un tri assez basique sur, bon déjà des trucs que je veux pas, je les enlève, et ça commence comme ça. Et puisque le filtre est activé quand j'ai ici tout sauf rejeté, ce que je peux faire, c'est évidemment dire, celle-là je la rejette, elle va disparaître, vous le voyez instantanément, puisque en temps réel, il filtre en fonction des critères. Donc là on va remettre, pour pouvoir continuer à travailler, on va remettre tout. Donc on a vu en bas que l'on pouvait choisir la taille, et on a vu qu'on pouvait mettre des étoiles en cliquant. On peut aussi mettre des étoiles en bas en utilisant ce bouton, mais le mieux c'est plutôt d'activer ce qu'on appelle l'overlay, la surimpression, et de mettre les étoiles directement en fonction des vignettes. C'est juste que ça parasite un petit peu la lecture, mais bon, ça c'est en fonction de vos préférences. Si vous trouvez que ça parasite la lecture, vous l'enlevez, et vous cliquez sur une photo, et là vous pouvez mettre un nombre d'étoiles ici, ou éventuellement en bas. S'il y a une image sur laquelle vous voulez mettre un libellé de couleur, pour dire par exemple, j'ai envie de faire un truc avec cette image, par exemple celle-ci, que j'ai déjà commencé à développer en plus, je vais dire, j'ai envie de la développer, je vais lui mettre un petit filtre rouge, je lui mets une pastille rouge. Ça me permet de la retrouver ensuite en fonction de ces critères pour, par exemple, afficher que les images qui ont une pastille rouge. Vous pouvez aussi mettre en vert, par exemple, celle que vous avez terminée. Bon, encore une fois, ça c'est subjectif, c'est à vous de décider ce que vous attribuez comme valeur à une métadonnée. On a aussi, par exemple, un moyen de mettre des mots-clés. Ici, Darktable rajoute avec le petit pipe, c'est-à-dire avec le symbole vertical, le trait vertical, rajoute des catégories. Donc il y a une catégorie Darktable, et ensuite on a le format, et ensuite on a CR2. Il y a une hiérarchie dans les mots-clés. Mais ce que je peux faire, c'est aussi, si j'ai envie par exemple de faire un tri en fonction du sujet, je peux dire je vais prendre toutes les images qui concernent les architectures, et je vais les sélectionner, et je vais mettre le mot-clé architecture. Donc pour les sélectionner, je clique avec CTRL enfoncé pour cumuler la sélection, et je vais aller par exemple sélectionner ces images. Donc là j'en ai 9 qui sont sélectionnés sur 496, et on va rajouter un mot-clé, par exemple architecture, et je vais appuyer sur entrée. Donc ces images ont maintenant pour mot-clé architecture. Ce que je peux ensuite faire, par exemple aussi, c'est dire tiens, je vais sélectionner les statuts. Donc on va par exemple prendre ça et aller sélectionner des statuts. Et en Pologne, à Cracovie et ailleurs, il y en a beaucoup. Donc ça tombe bien. Donc là, encore une fois, c'est un exemple, j'en sélectionne quelques-unes, voilà, on en a 12, et on va dire, dans le panneau mots-clés, on va dire statut. Donc ces images sont des statuts.
Donc quel est l'intérêt de rajouter des mots-clés aux photos? C'est qu'évidemment ensuite on a un moyen de les trouver facilement. Par exemple ici à gauche on a ce qu'on appelle un filtre de collection qui par défaut, quand vous avez importé un dossier, est positionné sur pellicule. Ça veut dire que il affiche, le filtre courant c'est le dossier Poland à cet endroit-là. Mais on peut très bien changer, on peut lui dire tu vas faire un filtre en réalité sur par exemple ce qu'on appelle un tag, donc un mot-clé. Donc il y a Darktable qui a choisi les siens avec une hiérarchie par défaut. Par exemple changed, qui est resté en anglais, mais qui veut dire changer, c'est tout simplement les images qui ont été développées. Ok, ici j'en ai pas encore développé, donc en tout cas dans cette session, même si j'ai un fichier de métadonnées qui a été reconnu, malheureusement il ne l'a pas pris comme étant avec le mot-clé change. Bon, ça c'est une curiosité, peut-être un bug, je sais pas. Mais si je vais dans 100 catégories, on se rend compte que j'ai bien le mot-clé architecture, le mot-clé statut avec les photos que j'ai sélectionnées. Alors évidemment, il faut faire attention, ici on a les CR2 et on a, j'imagine, quand on enlève le petit G, on doit avoir, je ne sais pas s'il nous a pris les JPEG qui étaient avec, c'est pas dit qu'il ait pris, quand on a attribué le mot-clé, le JPEG qui était avec. Bon, ce qui m'intéresse, moi, c'est les CR2, donc ça tombe bien. C'est le même fonctionnement d'ailleurs que dans Lightroom. Si on avait une pile dans Lightroom et qu'on attribuait un mot-clé, le mot-clé est attribué à l'image qui est en dessus de la pile et non pas au contenu intégral de la pile. Et vous voyez qu'il y a aussi des mots-clés panoramique et Poland qui ont été reconnus parce que je les ai déjà utilisés. Mais pour autant, il n'y a pas encore d'image, par exemple, avec panoramique, même si on peut le faire sans problème. Donc vous pouvez mettre autant de mots-clés que vous voulez, mais ça permet, vous voyez, en 2 clics seulement, de retrouver des images avec des mots-clés, sans avoir à les glisser avec la molette dans toute la table lumineuse et sur les 900 images. Si je veux revenir à mon dossier, je reviens à pellicule et je mets ici, hop, le dossier Poland, donc j'ai tout. Donc si je veux maintenant ouvrir dans ce catalogue un autre dossier, je ne suis pas obligé de travailler que sur un seul dossier, on peut dire encore importer un dossier et on va mettre par exemple Scotland, qui est, comme son nom l'indique, non pas mon voyage en Pologne, mais en Écosse. Alors là, il y a énormément d'images, et il y a en plus des images qui sont toutes braquetées. Donc on voit en bas l'importation de 3028 images. Elles sont braquetées et en plus en copie JPEG. Donc c'est vraiment un shoot qui était dédié au HDR et au panorama. Et j'ai d'ailleurs fait une formation Lightroom sur ce sujet qui s'appelle formation complète au développement de paysages, en abordant en plus le cas du HDR et du panorama, et des deux en même temps, c'est-à-dire comment faire un panorama en HDR. Donc vraiment la meilleure qualité possible avec des images qui sont toutes triplées, donc sur un Canon, mais ça marche aussi évidemment sur les autres boîtiers. Par défaut c'est 3, mais vous pouvez très bien braqueter à la main et faire 8 vues pour faire un HDR vraiment très riche en informations. Mais bon, avec 3 déjà, on fait des jolies choses. Donc vous voyez que maintenant que le filtre de collection m'affiche la pellicule courante, mais si je clique ensuite sur, par exemple, dossier, hop, on a le dossier Scotland et le dossier Poland. Et je peux passer de l'un à l'autre sans aucun problème. Donc on va revenir sur Poland. Tac. Et vous voyez que l'importation continue, hein, évidemment, Darktable est pleinement multitâche, donc il est capable de finir quelque chose, une importation, pendant qu'on est en train de voir d'autres images dans un autre dossier. On va activer ici la vue, les piles automatiques pour regrouper CR2 et JPEG, parce que sinon ça met tout en double. Donc vous voyez qu'on a un fonctionnement assez intuitif, même pour ceux qui n'ont jamais utilisé de logiciel de ce genre, mais alors pour ceux qui ont utilisé Lightroom, en plus on est vraiment dans quelque chose d'assez familier. Dans les collections récentes, vous avez ici les derniers filtres utilisés, par exemple le filtre tag architecture, qui va vous afficher automatiquement toutes les images qui ont pour tag architecture. Donc il vous l'affiche ici pour pouvoir y accéder assez rapidement. Alors vous voyez ici quand je survole la souris, ça rame un petit peu parce qu'il y a quand même une importation qui est en train de se faire. Et en même temps je suis en train d'enregistrer le tuto, hein. Donc c'est à dire qu'il y a Open Broadcaster qui est en train de tourner là. Hop, voilà, il est ici, vous le voyez. On regarde un petit peu les coulisses. Donc une machine à 4 ou 6 cœurs est la bienvenue. Clairement là ce que je suis en train de faire sur mon portable double corps, c'est un ultra portable, c'est vraiment une toute petite machine. Là vous aurez du mal si vous cherchez à faire tourner Darktable sur une toute petite machine. Ne lui envoyez pas une importation de 3000 images pendant que vous faites autre chose, pendant que vous enregistrez une vidéo. Enfin là ça va clairement coincer. Il est stable, vous voyez, il n'y a pas de problème, mais il faut quand même faire attention quand on fait des grosses opérations comme ça en même temps. Donc par exemple ici, tag, on va dire, voilà, le tag que je cherchais à vous montrer, il fait partie des derniers utilisés. À chaque fois que j'en utilise un, hop, il remonte en dessus de la liste. Tac.
Donc ça c'est pratique, ces deux panneaux pour pouvoir accéder aux dernières images qu'on a regardées en fonction de certaines métadonnées. On peut aussi donc en haut afficher les images qui ont par exemple au moins 3 étoiles, donc supérieur ou égal à 3 étoiles, ou les images qui n'ont simplement pas d'étoiles. Si jamais il y en a qui ne sont pas notées, il faut que je les note parce que je n'ai pas fini de trier. Donc encore une fois, à vous de voir jusqu'où vous voulez trier. On peut aussi dans les filtres de collection mettre par exemple en fonction de la focale. Donc si j'ai envie de trouver toutes les images que j'ai prises au grand angle, je vais cliquer par exemple sur 24 et je vais avoir ici toutes les images qui ont été prises à une focale de 24. Si j'ai envie au contraire de voir toutes celles qui ont été prises par exemple au téléobjectif, je vais mettre 100 et je vais cliquer sur 100, vous voyez qu'il n'y en a qu'une, on va mettre par exemple 80, donc 80 est supérieur. Donc dans le dossier Pologne, il y en a très peu finalement, puisque j'ai fait beaucoup d'architecture et de villes, donc forcément en général j'ai plutôt travaillé au grand angle. On peut ensuite trier en fonction des labels de couleurs, donc si j'ai envie de voir toutes les images qui sont en rouge, voilà, là j'ai toutes les images qui sont en rouge. Alors là j'ai des importations précédentes, c'est très bien que ça arrive, j'ai beaucoup d'images qui ne sont plus disponibles, puisque je les ai déplacées. Alors on voit ici elles sont toujours indexées, mais c'est pas grave, quand je vais mettre, hop, ici on va augmenter vraiment la taille de la grille, et il devrait y en avoir dans ce dossier qu'une normalement, que j'ai gardée, c'est celle que je vous ai mis en rouge il y a quelques minutes seulement. Donc ce qu'on peut faire c'est, vous voyez c'est tous les HDR qui appartiennent à un ancien catalogue que j'ai déplacé, ou alors un fichier DNG qui n'est pas compréhensible par Darktable. Donc ça peut être les deux choses. Ici en l'occurrence je suis en train de regarder en même temps que j'enregistre la vidéo, mais en l'occurrence ici c'est l'autre cas, ce sont des fichiers DNG qui sont bien présents dans le dossier Scotland en fait. Voilà, c'est pas dans le dossier Pologne, c'est dans le dossier Scotland, puisque là le filtre se base pas sur le dossier en cours mais évidemment sur tout le catalogue, et du coup c'est des DNG qui ne peuvent pas, qu'il ne peut pas reconnaître. Donc on va revenir, on va se remettre sur dossier, et voilà, vous voyez que dans Scotland par exemple, on les voit traîner au milieu, ce sont tous les fichiers qui ont été assemblés dans Lightroom, des DNG, et ils ne sont pas compréhensibles par Darktable, c'est tout à fait normal. Quand on va revenir dans Poland, voilà, il n'y en a pas, donc c'est cool. Donc si je reviens par contre, il y a un truc qui m'intrigue, c'est que le label de couleur quand même, il y a celui-là, là-haut, là, qui devrait être en rouge, et qui devrait quand même sortir. On a vu beaucoup d'erreurs, mais celui-là il devrait sortir. Si je vais dans label, et que je lui dis rouge, ah voilà, c'est bon, il est là, ok, il est bel et bien sorti. Ah, là pourtant il ne sort plus, c'est assez étonnant. On va mettre afficher tout, on va dire nom de fichier, et j'essaye de lui faire... Bon, je sais pas pourquoi j'ai pas de... Supprimer cette condition, inclure les images, affiner la recherche. Si je dis affiner la recherche, c'est pour mettre un autre critère, et on va dire affiner la recherche dans le dossier Poland, voilà, histoire d'exclure tous ceux qui sont dans Scotland. Donc voilà, là maintenant j'ai bien toutes les libellés rouges qui sont dans Poland. Et du coup forcément si je reviens, si j'enlève libellé rouge, on va mettre supprimer cette condition, on va juste revenir sur le dossier Poland, on va mettre par exemple toute une série d'images ici qui correspondent à un panorama. Je vais vous grossir hop un petit peu la grille parce qu'on voit pas grand chose. Voilà, j'ai balayé de gauche à droite pour faire un panorama de la rivière. Toutes ces images, j'ai envie de les assembler en panorama, donc les développer d'abord et ensuite plus tard les exporter et les donner par exemple à manger à un logiciel qui va stitcher, comme on dit, pour assembler un panorama. Et je vais aller mettre en bas à gauche une petite pastille rouge. Vous avez des raccourcis au niveau aussi des touches. Donc par exemple F2 c'est pour faire jaune, F1 c'est pour mettre en rouge, F3 c'est pour mettre en vert, et ainsi de suite. Alors contrairement à Lightroom, on peut avoir plusieurs labels de couleurs sur une même photo. Sur Lightroom, une image ne peut pas être rouge et verte à la fois. Elle est rouge ou verte, ou rien. Mais elle ne peut pas être rouge et verte, par exemple. Ici, on peut cumuler les pastilles. Donc j'ai mis toutes ces images. Donc si je refais un filtre de collection, on va dire affiner la recherche. Et donc on va mettre un dossier Poland avec un affinage. Je cherche label, hop, label de couleur rouge, tac, et vous voyez que les images maintenant sont bel et bien montées. Donc on peut vraiment affiner la recherche en cumulant et en mettant des conditions, c'est-à-dire on peut dire est-ce qu'il faut qu'une de ces conditions soit remplie pour que le résultat soit positif, ou est-ce qu'il faut que toutes les conditions soient remplies. En l'occurrence ici c'est un et, ça veut dire qu'il faut que l'image soit dans ce dossier et quelle est cette condition. Et on pourrait dire maintenant, pour affiner encore un peu plus, pour vous montrer qu'on peut vraiment aller très loin,
on peut dire je veux que ce soit dans le dossier de mes photos de Pologne, qu'elle soit rouge, ce qui chez moi veut dire image à traiter, et que ce soit des images prises au grand angle. Donc on va dire en plus une focale de par exemple 24. Et vous voyez que du coup ça fait sortir l'image de l'église sur laquelle j'avais zoomé forcément, et on a du coup du grand angle, puisque c'est comme ça évidemment que vous faites un panorama. Et j'ai pu vraiment affiner ma recherche dans un dossier qui en faisait plusieurs centaines, voire milliers. Et vous voyez que les performances sont très bonnes, on a vraiment quelque chose qui réagit très bien. Donc on va enlever ces conditions et revenir au dossier. Et vous voyez qu'au fur et à mesure que j'ai travaillé dans des conditions, les collections récentes se sont mises à jour pour accéder aux dernières. Alors j'ai perdu les toutes premières, mais je peux accéder aux dernières, sans problème. Donc on a vu comment utiliser des mots-clés, et on a vu comment utiliser les notes et les labels, et aussi accéder aux métadonnées, en faire des conditions pour filtrer en temps réel notre catalogue. On a ensuite ici un éditeur de métadonnées qui permet de donner un titre, une description, un auteur, etc. Bon, tout ça c'est assez facile. Les styles permettent en fait d'appliquer des styles que vous auriez déjà définis. Alors moi, comme je viens de partir d'un Darktable tout frais, je n'ai pas de style déjà à utiliser. Ce qui fait que je ne peux pas mettre depuis la table lumineuse des styles. C'est-à-dire en gros on peut développer des images avec des développements qui sont déjà tout prêts, ce qu'on appelle donc des styles, donc des paramètres prédéfinis si vous préférez. Donc là j'en ai pas, mais c'est ici qu'on pourrait le faire. Et ensuite dans le développement, si vous avez déjà développé une image, on peut utiliser le développement d'une image pour la mettre sur... Par exemple ici cette image, je vais donc la redresser, ce qui me permet de vous montrer qu'on peut faire une rotation en allant dans image sélectionnée et en disant ici dans mon cas c'est une rotation anti-horaire. Tac. Donc maintenant je peux cliquer sur cette image qui a été développée et alors je vais quand même double-cliquer pour vérifier ce que j'ai fait dedans. Oui voilà, j'ai fait une zone de couleur pour améliorer les bleus. Et je vais activer dans l'historique parce qu'elle n'était pas activée. Donc les bleus sont quand même un peu plus jolis maintenant. Donc on va revenir dans table lumineuse. Et ce que je peux faire, c'est donc cliquer sur cette image, aller dans développement, ici dire je vais copier le développement. Donc il reconnaît bien tous les modules qui ont été activés. On parlera des modules un petit peu plus tard dans le chapitre dédié sur les modules du développement, donc de la chambre noire. Et donc il a vu tout ce qui était activé et il me demande est-ce que je veux tout prendre, parce que peut-être que j'ai envie de prendre le développement de cette image mais pas tout. Bon en l'occurrence ici j'ai envie de tout prendre et je clique sur OK. Donc ça maintenant c'est dans la mémoire, donc c'est cool. Je vais aller sur l'image d'à côté et je vais dire coller. Et je vais encore une fois vérifier que je veux bien tout coller et dire ok j'aurais pu mettre tout coller accessoirement. Et vous voyez que mon image se développe en fonction de celle-ci. Alors comme les conditions de lumière sont pas exactement les mêmes, c'est pas génial, dans le sens où cette image, on a fait ressortir les bleus, mais elle est quand même un peu sous-exposée. Donc il faudrait aller dans cette image, et alors là on n'aura que l'embarras du choix, mais on pourrait aller dans les niveaux et aller chercher au niveau des tons moyens pour faire un petit décalage, voilà, pour déboucher un petit peu les tons moyens ou même un petit peu les ombres. Ok, donc si je veux réinitialiser maintenant un développement, alors il faut faire attention, si je clique sur une image, et que je clique sur supprimer, on va dire, c'est pas supprimer l'image ici, c'est supprimer le développement. Et donc du coup la rotation part avec. Si je voulais juste supprimer la rotation, on pourrait cliquer ici sur réinitialiser, on voit réinitialiser l'orientation à la valeur EXIF. Mais si vous faites sauter le développement, c'est tout qui part, y compris l'orientation. Donc on peut vraiment manipuler les développements que l'on a fait depuis le module table lumineuse pour les copier-coller d'une image à l'autre, si on a une série d'images qui ont besoin d'être développées de la même façon, ou si on veut tout simplement avoir un bon départ pour pas commencer depuis zéro, puisque deux images se ressemblent, hop, on copie les réglages de l'une sur l'autre, et on part de ça pour commencer à travailler. Donc ça c'est tout à fait possible. Donc là vous voyez que tous ces trucs-là vous permettent de faire les manipulations les plus courantes, et encore une fois, si on fait le parallèle par rapport à Lightroom, on retrouve sensiblement la même chose, c'est juste pas présenté de la même façon, mais c'est sensiblement les mêmes trucs que l'on va obtenir. Ensuite, une fois qu'on a sélectionné les images, si par exemple on voulait les exporter, parce qu'il faut bien quand même en faire quelque chose, on a tout en bas à droite l'exporter, la sélection, et là vous allez pouvoir choisir vers où vous allez sortir. Donc on a des pré-réglages, on peut publier sur Facebook, sur Flickr. Là, la plupart du temps, je pense que vous allez utiliser fichier sur le disque, c'est-à-dire tout simplement exporter un fichier dont vous allez choisir le format, et en fonction du format, vous allez choisir des réglages. Donc évidemment, en général, la qualité. Les options globales, en fait, ça va être est-ce que vous allez retailler l'image, est-ce que vous allez inclure un profil, donc par exemple le sRGB si vous publiez sur le web, et si vous faites un mode de rendu
par rapport aux éventuellement les lookup tables que vous auriez utilisés dans le développement. Et on peut appliquer tout simplement un style si vous avez des paramètres qui sont déjà prédéfinis. Une fois que vous avez réglé tout ça, vous cliquez sur exporter et ça va exporter l'image avec les réglages sélectionnés à l'endroit que vous avez choisi. En l'occurrence ici, stockage cible fichier disque à cet endroit, c'est-à-dire en gros à l'endroit où est le fichier. Alors, on envoie une variable ici, file folder. Il va rajouter un dossier Darktable exported et il va rajouter le nom du fichier, c'est la variable filename, puisqu'on peut créer des variables. Vous voyez qu'on peut, quand on survole, accéder à la liste des variables disponibles pour lui dire par exemple de créer automatiquement des images dans le dossier personnel si on fait $ entre parenthèses home par exemple. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont possibles pour l'exportation, y compris de manière semi-automatisée, à partir d'une sélection d'images. Là j'ai une image sélectionnée, mais je pourrais en sélectionner une centaine et toutes les exporter d'un coup, par exemple en JPEG, dans une taille qui serait adaptée par exemple à Facebook ou à mon portfolio ou je ne sais quoi. Donc le module table lumineuse est quand même assez intuitif, même s'il est impressionnant de base. Vous voyez, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de boutons, il y a beaucoup de champs, mais quand on prend le temps de les regarder étape par étape, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses, mais tout est logique. Il n'y a pas il y a finalement pas de fioriture, j'ai envie de dire, ce qui est quand même étrange quand on voit tout ça. On se dit bon, il y a beaucoup de trucs, il y a probablement beaucoup de choses qui servent à rien. En fait, non, tout est utile ça peut paraître intimidant, voilà, au début, mais en réalité, c'est plutôt bien présenté. Donc voilà pour le tour d'horizon de la table lumineuse. On va passer maintenant dans le chapitre suivant. Le chapitre suivant est dédié à la chambre noire. Et là, évidemment, c'est un peu plus conséquent puisqu'il y a beaucoup de modules et il y a beaucoup plus de modules dans Darktable qu'il y en a dans Lightroom. Donc ça veut dire qu'on va couvrir dans le chapitre suivant comment débuter dans Darktable en développement. On va pas être exhaustif, c'est-à-dire je ne vais pas prendre les modules un par un et vous les expliquer un par un avec toutes les glissières, avec toutes les options. Ce serait extrêmement fastidieux, ce serait très long, ce serait même d'ailleurs pas forcément utile à tout le monde. Il n'est pas nécessaire de connaître tous les modules par cœur pour bien débuter dans Darktable et pour faire de jolies photos. C'est quand même un peu le but ici, c'est bien débuter avec Darktable, donc on n'a pas besoin de s'encombrer de petits trucs qu'on n'utilisera jamais ou qui sont vraiment très spécifiques à certaines utilisations, à certaines conditions, à certains types de photos. On va chercher à avoir des images les plus jolies possibles, les mieux développées, les plus propres, avec les modules les plus puissants, ceux qu'on utilise tout le temps, et après on verra 2-3 trucs pour faire des effets, par exemple des effets vintage, ou comme si on voulait simuler des filtres Instagram, mais on va pas non plus aller expliquer tous les modules un par un. Donc essayez déjà de vous familiariser avec Darktable en termes d'interface et de tri, avant de passer au chapitre suivant qui va être donc dédié au développement dans la chambre noire.